Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour Émilie et merci d'être avec nous ce matin. Hello, enchantée. Je suis vraiment contente, on se le disait à l'instant, mais qu'on arrive à enregistrer cet épisode malgré des agendas qui sont bien remplis. Parce qu'en fait, ce matin, on va, et ensemble surtout, on va découvrir un nouvel univers qu'on n'a pas du tout encore abordé sur Tipping Point, qui est l'univers de la musique. Et pour autant, on se le disait, mais la musique, elle fait partie de notre vie quotidienne à tous. Mais on ne sait pas toujours ce qu'il s'y passe. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette industrie-là ? Que vivent les personnes qui sont comme toi, imprégnées depuis longtemps de l'univers et de l'industrie de la musique, puisque toi, tu as un beau parcours dans cette industrie-là. Et puis, tu vas nous raconter tout ça, mais tu as fondé, je crois en 2009, si je dis pas de bêtises, ta propre société de management d'artistes et d'édition musicale qui s'appelle Unicom Music. Et puis un peu plus récemment, ouais. Unicom tout court. Music. Unicum Music, ouais. Non, t'inquiète. Okay. C'est un mot latin alors. Tu vas nous... Oui, enfin, il y a une histoire derrière. C'est l'histoire. Ouais. Bon, super. Et donc un label un peu plus récemment. Pareil, si je dis pas de bêtises, 2017. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque, en tout cas, si j'ai bien retenu une chose en discutant avant d'enregistrer ensemble avec toi, c'est que tu es une femme engagée pour l'égalité des sexes dans l'industrie de la musique, engagée dans l'enseignement, engagée pour promouvoir l'échange transgénérationnel, toujours en lien avec la musique et notamment le travail des plus jeunes, engagée pour libérer la parole de manière un peu plus large. Donc, bon, voilà. On a hâte avec Romain de t'entendre. Et puis, je vais m'arrêter là. Je vais te donner la parole, Émilie. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter qui tu es, qui es-tu ? Quels sont les tipping points de ton histoire ? Waouh, ok, vraiment, je suis ravie d'être là. Merci pour cette invitation. Tipping Point, c'est quand même un super podcast, donc bravo aussi pour ce que vous faites. Et du coup, par rapport à la musique, donc il s'y passe beaucoup de choses. Moi, ça fait bientôt 17 ans que je suis dans ce milieu. J'ai commencé en janvier 2005. Et j'ai commencé en maison de disques, en major, enfin petite major, mais c'était EMI à l'époque, au niveau du siège Europe continentale, où je coordonnais des projets stratégiques auprès du PDG de cette région-là. Et puis du coup, ça m'a donné une vision d'ensemble sur pas mal de choses. Et puis le deal dès le départ, c'était tu fais ça pendant un an et demi. Littéralement, j'ai fait 15 mois, donc pile au milieu. Et après, tu vas faire de l'opérationnel. Donc moi, je savais pas si j'irais au Danemark, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Espagne. Et en fait, j'ai atterri à Paris. Donc j'étais ok, mais c'était vraiment la plus grosse filiale et j'ai été chef de projet. Donc on m'a dit voilà, tu vas être chef de projet. Donc ça veut dire quoi, chef de projet ? Ça veut dire sortir des disques. Donc j'ai bossé sur un certain nombre de sorties très très différentes, dont Viva la Vida de Coldplay, troisième album de Norah Jones, le énième album de Iron Maiden, et puis du développement local. Et aussi des sorties plus niches comme Roisin Murphy, l'ex-chanteuse de Moloko, ou Eric Truffat. Donc c'était vraiment extrêmement formateur. Et ça, j'ai fait ça 2 ans et demi à peu près. Et donc au total, après 4 ans, après avoir commencé dans le milieu, il y a eu un tipping point, c'est-à-dire un double tipping point, où j'ai décidé de me mettre à mon compte. Le premier, c'était je constatais que on était beaucoup de femmes compétentes et il n'y avait que les hommes qui étaient promus. Et donc, c'était un petit peu... Alors, ils étaient très compétents, mais les femmes ne l'étaient pas moins. Et on bossait toutes beaucoup. Et je m'interrogeais sur ce constat.
Pas forcément conscient de la part de la hiérarchie qui était toute masculine quasiment, sauf tout en haut. Et puis voilà, j'ai lancé ce hashtag 12 ans plus tard, mais à savoir MusiqueToo, donc une agression sexuelle sur le lieu de travail par mon N+2 devant une 60aine de personnes quand même. Donc et là tout un processus initié, mais vraiment avec une grande foi en l'entreprise et sa direction. Ce qui était d'une naïveté assez confondante, mais de ce qu'on allait me protéger sur mon lieu de travail et me donner les conditions de bien faire mon travail, parce que j'étais là pour faire un travail et pas pour être mise en danger. Et j'ai constaté un certain nombre de dysfonctionnements. Au bout de 9 mois, j'ai fait bon, allez, ok, salut. Et donc je suis partie et j'ai monté Unicum Music, effectivement avec l'idée donc en 2009. Et avec l'idée de ne pas faire de label. j'avais fait le tour de ça. Et puis surtout, à l'époque, il y avait aussi Internet quand même qui était là, et il y avait une paralysie, une panique aussi sur il faut qu'on change, il y a Internet. Mais voilà, à un moment, il y a eu un autre tipping point, c'est que je suis arrivée avec une stratégie d'artiste. On m'a dit, écoute, on n'a jamais fait ça, donc tu fais comme on a toujours fait. Et là, je me suis dit non, ça c'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça parce que dans ce cas-là, on le fera jamais. Et quand je suis partie, j'avais 29 ans. Donc j'avais moins de 30 ans. Et et on m'a même dit bon, tu pars dans le plan social, mais ne pars pas pour l'argent, il fait froid dehors. Et là, je me suis dit mais déjà je ne pars pas pour l'argent, mais s'il y a de l'argent, je vais pas m'abstenir de le prendre. C'est bon. Je vais pas c'est absurde. Je veux dire, c'était dans le cadre d'un plan social qui avait été négocié, donc c'était un dû. Et tant qu'à faire, il est là. J'ai pas à avoir honte ou non. Il était là. Voilà. Je pose pas de questions. Et surtout, il fait froid dehors. Je me suis dit, mais j'ai moins de 30 ans. Si je commence à raisonner comme ça, je ferai rien dans ma vie. Mmh. Et je peux pas décider par la peur. J'étais déjà en train de gérer 9 mois de me sentir très très seule au sein de mon entreprise, qui ne m'avait pas protégée et qui m'a fait le grand chelem de devoir compatir avec l'agresseur, d'expliquer que le pauvre. Et est-ce que sa femme, ses enfants? Non, mais bon, bref. Donc il y a un moment, je me suis dit que vraiment je serais bien mieux à mon compte. Ce serait plus précaire, ce serait plus compliqué. Je recommençais complètement à zéro. J'ai pas choisi la facilité non plus, parce qu'au lieu de lancer un label avec les gens que je connaissais et sur un genre musical identifié où c'était un peu toujours la même chose, j'ai décidé de fonder une boîte de management d'artistes. Le management d'artistes, ça ne paye pas. C'est passionnant, on se forme à tout, mais ça ne paye pas. Et puis d'édition musicale. Alors les éditions musicales, c'est un métier, ça s'apprend, mais c'est le temps long. Donc entre une signature et un début d'exploitation, et surtout entre une début d'exploitation et les premiers revenus, il y a des années qui s'écoulent. Donc j'ai pas choisi la facilité, mais je voulais absolument pas choisir quelque chose qui était facile. Je voulais aussi me prouver des choses à moi-même. Et dans les Unicum Music, pourquoi? Parce que c'était donc cette histoire avec je cherchais quelque chose qui évoque une ligne artistique éclectique, avec des artistes voilà, qui étaient toutes différents et qui avaient leur singularité. Je voulais bosser autant avec des artistes de musique électronique, de musique contemporaine, de rock, de folk, de chansons, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Parce que ça fait 12 ans et demi que Unicum Music existe. Mais donc pour chaque genre musical, il y a des codes, il y a des réseaux différents. Et donc, mais je l'ai fait, donc je recommençais à zéro à chaque fois. Je me reconstituais un réseau. C'est là aussi où j'ai compris que, et je le dis à mes étudiants, d'ailleurs, c'est que les gens qu'on ne connaît pas, on ne les connaît pas encore. Et les choses qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas encore les faire. Et c'est pas grave. Et heureusement qu'on ne sait pas tout et qu'on ne connaît pas tout le monde quand on se lance, et même quand on a avancé déjà dans ce milieu, ou n'importe quel milieu d'ailleurs. Et bref, donc Unicum Music, c'est parce que j'avais été faire mon premier stage dans la musique, c'était à l'Institut français de Prague, et un week-end de la Saint-Venceslas, qui est une fête nationale fin septembre. On est parti avec une vieille Skoda, avec d'autres stagiaires de l'Institut français en Hongrie,
à Budapest. Et il y avait notamment une boisson médicinale très connue, historique là-bas, qui s'appelle Unicum, et qui vient d'une boisson médicinale qu'à l'époque de l'Empire austro-hongrois, un médecin avait développé. Il a fait goûter à l'empereur de l'époque, qui a dit ça c'est vraiment Unicum, c'est-à-dire c'est unique, c'est voilà. Et donc je me suis dit tiens, il y a quelque chose, et j'étais revenue avec une affiche de cette boisson parce qu'elles étaient trop belles et ça me suivait déjà depuis 2001 quand j'avais fait mon stage, et quand on cherchait ce nom, et puis je lève la tête et je fais ok, c'est ça. donc c'est Unicum Musique, voilà, et j'ai bien déposé ça à l'INP sur des classes différentes de la boisson. Nous ne faisons pas d'alcool ni de boisson tout court, mais voilà, c'est cette idée de la ligne artistique et voilà, d'aller identifier des artistes qui ont quelque chose d'extrêmement singulier. Et ce qui m'intéresse, c'est de valoriser ces singularités-là. Donc, voilà, au début, c'était management d'artistes, édition musicale. En 2017, je me suis dit, tiens, je suis prête à... Donc, 8 ans après, je vois aussi qu'il y a un certain nombre de choses en tant que manageuse, en tant qu'éditrice. Il manque souvent un label, et il n'y a pas assez de labels par rapport au nombre d'artistes talentueuses. Donc moi, je vais lancer ça comme une palette de plus dans les services que je peux proposer à disposition des artistes, comme à la maison, quoi. Et voilà. Et donc j'ai lancé ça, mais entre-temps aussi, en 2013, j'avais cofondé une agence de stratégie numérique et de formation aussi, sur tout ce qui est auprès du milieu musique culturel aussi. On a bossé avec des auteurs de théâtre, des danseurs, danseuses, mais aussi quand même beaucoup spectacles vivants, beaucoup théâtre et beaucoup musique bien sûr. Et à partir de là, en fait, ces deux choses ont été liées. Et puis j'ai commencé à donner de plus en plus de formations. En 2013, c'est aussi l'année où j'ai commencé à donner des cours à la Sorbonne. Alors à l'époque, c'était un seul cours, et puis je donnais aussi des cours donc là c'était à Paris 4, à Paris 3 aussi en médiation de la musique, à la Sorbonne Abu Dhabi en propriété intellectuelle et copyright. Enfin bon, c'était... Et puis d'autres écoles aussi, l'EMIC, cofondée par un ancien collègue d'IMI. Donc bref, c'est cette expérience-là. Et puis en 2017, ça faisait 1 an que j'avais sorti un livre aux éditions désormais du CNM, qui était l'IRMA à l'époque, sur l'artiste, le numérique et la musique. Donc en gros, tout ça était dans un espèce de continuum de transmission, de partage, de conseils, de donner des clés en fait à des gens qui quand même ont besoin de s'exprimer. C'est un besoin vital. Après, il faut pas non plus mettre des artistes sur un piédestal, genre comme des demi-dieux ou des demi-déesses, parce que ça ne les aide pas. Mais qui s'expriment de cette manière et qui ont besoin qui arrivent sur Internet et qui sont là, genre, mais même dans ce milieu, par où je commence? Parce que c'est un milieu qui est extrêmement complexe, qui est complexe aussi du fait que il y a 3 conventions collectives différentes qui la régissent, selon qu'on est dans la musique enregistrée, plutôt les labels, selon qu'on est dans l'édition musicale, donc plutôt les œuvres et les partitions, ou selon qu'on est dans le spectacle vivant, les concerts. Donc c'est rien que ça pose un peu le cadre. Je pourrais rentrer dans même sur la question des droits, du droit d'auteur, le droit voisin, les sociétés de gestion collective et tout ça. Je vais pas endormir les gens direct, leur faire peur, mais voilà, c'est pas évident de naviguer ce milieu. Tout est fait effectivement. Il y a beaucoup de psychologie. Donc savoir comprendre les contrats, comprendre le fonctionnement, comprendre les délais des revenus, les types de revenus, la fréquence, la saisonnalité, c'est très compliqué. Et donc moi je voulais permettre à mon niveau à des gens qui avaient ce talent déjà de pas se perdre en cours de route, et d'avoir soit de l'accompagnement en tant que manageuse, mais j'en fais moins maintenant, enfin j'en fais quasiment plus parce que j'ai pas le temps et que c'est quelque chose qui demande un temps plein, et je n'ai pas plus ce temps, soit par rapport aux œuvres, donc en tant qu'éditrice, soit par rapport aux sorties de musique enregistrée, un album, voilà, on a été en studio, etc. Et soit à travers l'enseignement ou la formation professionnelle sur du ponctuel. Donc l'idée, et puis ce livre que l'IRMA à l'époque, donc maintenant le CNM, m'a proposé d'écrire, que j'ai sorti en première édition en 2016, donc l'artiste, le numérique et la musique, très simplement, et que j'ai remis à jour en 2019 et qu'il faut que je remette à jour pour bientôt, parce que ça bouge beaucoup. Mais voilà, et puis voilà, quand on voit ça, le fait que le numérique a tout bouleversé, la musique, ça a été la première industrie créative vraiment complètement bouleversée par le numérique. Avant le cinéma, avant la littérature, le livre, etc. Donc
spectacle vivant, c'était un peu encore après, mais avec le Covid, il y a eu genre toute la question du live stream et de s'interroger sur ce qui fait notre valeur ajoutée, ce qui est un peu la question d'ailleurs quand on est petit conseil au passage, quand il y a une transformation comme le numérique notamment, ou une autre transformation qui nous oblige à changer. C'est comment est-ce qu'on peut être en compétition avec du gratuit? Ça, c'est une vraie question. Et deuxièmement, du coup, ça amène à la deuxième question, c'est genre, quelle est ma vraie valeur ajoutée? Et donc, pendant longtemps, par exemple, les majors ont cru que c'était l'objet physique qu'elles vendaient et non pas l'accès à l'artiste. Et du coup, ça a amené à des situations de panique, évidemment, on voit les revenus s'effondrer de moitié d'une année sur l'autre, c'est terrifiant. Mais du coup, on en arrive à des extrêmes, à aller faire des procès à ces consommateurs. C'est absurde. Donc, parce qu'il y a cette erreur de diagnostic au départ. Donc, bref, tout ça pour dire que c'était ça le fil conducteur. Et puis, en 2018, je suis devenue mentor pour la première fois sur un programme de mentorat qui s'appelle MEWEM. J'ai aussi monté La Nouvelle Onde, qui est devenu maintenant un vrai, en partenariat avec le MAMA, qui est un festival et une convention pro qui a lieu chaque année en octobre à Paris, et l'IRMA, maintenant le CNM, Centre National de la Musique, qui est un dispositif pour identifier, mais surtout mettre en lumière, mettre en valeur et mettre en réseau les jeunes pros de la musique de moins de 30 ans, donc plutôt des non-artistes, parce qu'il n'y a pas de tremplin pour les non-artistes, même si on a, au bout de la deuxième année, rajouté une catégorie artiste-entrepreneur, parce que ça, c'est aussi symptomatique des changements qui traversent la filière, d'artistes qui deviennent aussi entrepreneurs, entrepreneuses. Voilà, c'est d'autres choses dont on pourrait discuter. Et puis, en 2019, j'ai écrit ce post de blog pour témoigner de ce qui m'était arrivé 12 ans plus tôt, jour pour jour, donc avec ce hashtag que j'ai lancé MusiqueToo, que je n'ai pas, c'est un collectif dont je ne fais pas partie qui l'avait repris ensuite pour lancer des appels à témoignages, mais moi c'était vraiment ce hashtag pour à la fois dire que il y avait quand même une proximité entre MeToo et MusiqueToo, et surtout aussi de passer de l'individu, moi, à un système, un écosystème. Là, la musique, mais bon, on constate que c'est la danse, le patinage, enfin chaque sport, chaque profession, enfin la société évidemment tout entière. Mais ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est le décor, les personnages, les costumes qui changent. Mais au cœur de ça, c'est le rapport de force qui est asymétrique et qui donne lieu à l'opportunité d'agresser, de violer, de discriminer aussi. Donc, du coup, après ce témoignage, le 12 novembre 2019, donc 12 ans jour pour jour après l'agression, je suis rentrée, parce que j'étais 2 ans à l'étranger, en Roumanie, je faisais des allers-retours et tout ça, et très beau pays au passage. Et j'ai décidé de cofonder un collectif qui s'appelle Change de disque, avec ce jeu de mots sur le disque rayé, la même rengaine, genre c'est comme ça, non, ça suffit. Et donc d'arriver à travailler avec, maintenant on a plus de 200 volontaires sur des parcours, artistes, freelance, enfin entreprises dans le sens toute structure dans laquelle s'applique le droit du travail, pour analyser à chaque étape d'un parcours, quand on rentre, quand on y est, quand on en sort, les différentes situations où se nichent des rapports de force et des abus de pouvoir, donc des rapports de force asymétriques et des abus de pouvoir, pour ensuite dire comment est-ce qu'on réorganise les process. C'est pas juste la prise en charge en aval, mais comment est-ce qu'on réorganise les choses pour éviter que l'opportunité et donc se présente et que du coup on assèche le problème en amont. Parce que accessoirement, je me retrouve engagée, mais c'était pas du tout mon intention. Moi, je voulais juste bosser dans la musique parce que j'adore bosser avec des artistes trop cool, promouvoir de la musique magnifique et permettre à des gens d'être touchés par de la musique comme moi j'ai pu être touchée par cette musique. C'est tout en fait. Mais je me retrouve un peu embarquée. Et après quand il y a quelque chose qui se présente et que je me dis je peux le faire, je sais le faire, ou je pense que je peux le faire, je le fais. Et puis voilà. Et puis avec un peu de chance, on aura collectivement avancé assez vite et assez bien pour qu'on puisse dissoudre l'assaut et qu'on puisse tous vivre nos meilleures vies. Mais ça c'est voilà. Ouais. Je me raccroche à cet espoir-là. Voilà.
Émilie, enfin, moi, je veux bien que tu vas nous réexpliquer un peu comment fonctionne On change de disque parce que tu me l'avais rapidement expliqué. Je trouve que le modèle, il est intéressant, la manière dont vraiment vous fonctionnez avec l'anonymat, avec les témoignages, avec toute la question aussi autour de la trésorerie, comment c'est géré, etc. Mais avant ça, moi, j'aimerais comprendre au moment où tu te lances à ton compte, donc en 2009, c'est ça, enfin quand tu crées Unicum, je vais encore l'écorcher. Tu viens quand même de vivre quelque chose d'assez violent, enfin une agression sexuelle sur son lieu de travail, puis du harcèlement, qu'il soit déguisé ou pas, explicite ou pas, où on t'explique quand même que le pauvre, etc. Enfin, tout ce que tu viens de nous partager. Dans ces situations-là, j'imagine qu'on est relativement vulnérable, ou en tout cas que à l'intérieur, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qui va te donner la force de passer de tout ce qui est en train de t'arriver, ce que tu vis, aussi ce qu'on a touché en fait au plus profond, à je passe à l'action, je m'engage fortement, alors même qu'en plus on me fait peur de prends pas ton argent, il fait trop froid dehors. Tu vois, qu'est-ce qui va te mettre en mouvement puissamment pour t'engager et sortir de ce système-là? Ouais, et moi j'ajoute aussi, parce que dans ce que tu as décrit, Lucie, moi ce que je trouve aussi extrêmement violent, c'est l'omerta. Si tu as 60 personnes qui assistent à ça, le lendemain, est-ce que tu retournes au travail? Enfin, tu fais quoi? Ah oui, Et bah oui. tu vois, il y a aussi ce silence derrière, cette loi du silence qui finalement, de ce que je comprends, s'installe. Voilà. Et je reboucle avec la question de Lucie. Qu'est-ce que ça provoque? Disons que sur le moment, c'est de la sidération, évidemment, parce que t'es sur le lieu de travail, t'es en pleine écoute du nouvel album de Kylie Minogue, c'est le 12 novembre 2007. Enfin bon, t'es là pour travailler en fait. Donc et le fait que ce soit devant tellement de monde, mais surtout que tu te rends pas forcément compte de ce qui se passe, et quand tu vois après qui c'est et qui fait comme si de rien n'était, et qu'après il te nargue genre voilà, alors chérie, t'as aimé notre petite session devant des collègues hommes, bien sûr. Enfin, tu te dis, est-ce que je suis dans une réalité parallèle? Est-ce que je suis dans une espèce de cauchemar? Mais genre, je vais me réveiller. Et en fait, cette sidération fait que sur le moment, c'est au travail. Hein, c'était vers la pause déjeuner. Hein, donc on est sur le lieu de travail, on ne quitte pas le lieu de travail, on continue sa journée en se disant qu'est-ce qui se passe. Et puis le soir même, il y avait une soirée de lancement du parfum de l'artiste, donc on avait écouté. Et je suis retournée chez mes parents en me disant, genre juste, je parlais à des gens extérieurs parce que je suis pas sûre d'avoir compris. Ils étaient là, oh là là, mais quand même, oui, enfin c'est un problème. Je fais, ah oui, donc j'ai pas fumé la moquette. Et puis je retourne et je décide de le confronter. Et s'en est suivi une discussion où genre il s'excuse et après il en remet une couche qui montre qu'il a absolument pas compris. Et je passe le détail, mais c'était juste encore plus insultant à tout mélanger. Et donc là je me dis bon, bah, j'ai décidé de faire ça plutôt à l'anglaise sur le moment, ce qui était une erreur, de me dire je peux prendre ça sur moi, je vais rien dire, je vais take it on the chin comme on dit en Angleterre, et je vais voilà digérer, encaisser. Et puis au bout de 2 semaines, 1 mois, j'apprends qu'il a fait ça récidivé à une collègue. Et là, je me dis ah, nous avons affaire à quelqu'un qui est prédateur et qui a besoin, surtout nous, on a besoin d'y aller à 2 pour aller voir les RH. Donc je vais voir la fille, je lui dis voilà, elle me fait ouais, mais tu comprends, c'est compliqué, sa femme qui travaille dans l'entreprise m'a embauchée. J'y arrive pas, vas-y toi pour moi. Donc en gros, moi naïve, j'y suis allée pour 2. J'ai découvert au fur et à mesure du processus que donc on m'a dit que moi j'étais que témoin de l'autre femme, mais que moi en fait non. Enfin bon, on est rentré dans un processus un peu compliqué où j'étais à la fois partagée entre la confiance en l'entreprise et ses RH et sa direction, et le fait de mes capacités, ma confiance en mes capacités à gérer, alors que pas du tout. Mais parce que on n'est pas préparé à ça, on se dit toujours que déjà ça n'arrive pas, ou qu'aux autres, ou que loin. Donc après oui, ça a été long parce que ça a duré 9 mois, donc j'ai effectivement et au bout de 9 mois
aussi de négociation, de dire non, je vais être dans le plan social, sinon je démissionne et je vais au prud'homme. Enfin, je sais pas, mais tout le monde qui te dissuade d'aller au prud'homme, d'enclencher, et ça m'avait même pas effleuré d'aller voir la police. Après, bon, quand je vois comment on est accueilli dans les commissariats, je pense que inconsciemment, je voulais pas me rajouter du traumatisme, et que j'avais 29-28 ans. Donc j'avais pas de l'argent comme ça à dispo. Mais c'était surtout, ce qui me faisait avancer, c'était quand même ce sentiment d'injustice profonde, de me dire, est-ce que je deviens folle, ou est-ce que juste ça n'arrange personne de prendre conscience de ce qui se passe parce que ça obligerait tout le monde à changer. Et j'ai compris en fait le ressort de l'impunité, c'est la peur et la honte des victimes. Donc il m'a fallu 12 ans pour écrire un texte où je dis c'est pas à moi d'avoir peur, c'est pas à moi d'avoir honte. Donc maintenant, retour à l'envoyeur, allez, salut. Et voilà, j'ai pas donné son nom, même si tout le monde dans le milieu sait qui c'est, qu'il est dans une position d'encore plus de pouvoir que l'époque, parce qu'il a jamais été sanctionné, et qu'il est parti lui dans le plan social, et sa femme aussi, avec un pactole bien plus gros que ce que j'aurais jamais pu toucher. Et ça, c'est voilà, cette impunité là, elle est renforcée par la complicité, mais qui est pas une complicité nécessairement active de tout le monde, mais parce que tout le monde est très mal à l'aise. On a un vrai problème de savoir comment on gère, même aujourd'hui, la libération de la parole, ce moment entre la libération de la parole et où il y a une forme de justice pénale, on va dire, qui va être rendue. C'est déjà la justice. Il y a des grèves d'ailleurs parce que la justice est à genoux. Il y a pas assez de personnel. Donc voilà, on a 5 ans de délai sur un traitement pour un viol aujourd'hui. Je veux dire, alors pensez une agression sexuelle qui est entre guillemets moins grave, évidemment. Je passe sur la crédibilité qu'on accorde à la parole de victime, les injonctions sur le tribunal médiatique et tout ça qui mélange tout. On se retrouve dans une situation où là, en plus, en 2007, c'était un non-sujet. C'était un non-sujet. Genre, donc, quitte à retrouver des gens dont je ne savais même pas qu'ils existaient dans la société, dans l'entreprise, qui apparemment répondent à qui veulent bien l'entendre que j'ai tout inventé et que je suis une femme vénale qui fait ça pour l'argent. Donc, effectivement, il y a un moment, on se dit, mais c'est tellement absurde, c'est tellement injuste, que je me dis, moi, je veux juste essayer d'aller mieux moi, de me dire comment je sors de cette situation, comment je m'extrais de cet environnement extrêmement toxique, et en même temps, c'est mon gagne-pain. Et c'est un petit milieu, ce qui fait que le jeu de la réputation, on l'a très vite compris. C'est-à-dire que il m'arrive ça une fois, mais il m'arrive ça une deuxième fois, parce que ça nous identifie comme des cibles idéales, des proies idéales, c'est toujours nous le problème. Donc il y a quand même des doubles standards énormes qui ont fait que je me suis dit, je vais prendre les choses dans l'ordre. Je vais essayer déjà de régler ça. Moi, tout ce que je demandais à ma direction de l'époque, c'était qu'on le vire et qu'on dise juste publiquement pourquoi. L'argent, ça ne m'intéressait pas. Je voulais de la justice et je voulais de la vérité. Je voulais de la lumière, je voulais de la transparence. Et c'est le truc qu'on n'a surtout pas voulu m'accorder. Donc on m'a désinformé sur mes droits, on m'a expliqué que oui, mais en fait tu peux rien faire. On s'est renseigné, mais tu peux rien faire. Donc, vraiment, c'était, si je devais faire un schéma, j'avais moins de 30 ans et j'étais celle par qui la parole était donc le problème. Et tant que cette parole existait, ça posait un problème à tout le monde parce que ça allait mettre en lumière la lâcheté, de la complicité, de l'immobilisme, de l'opportunisme, voilà, et puis de l'incompétence aussi. Donc c'était beaucoup plus facile effectivement de s'acharner sur le dernier maillon de la chaîne. Voilà. Donc et quand Adèle Haenel avait parlé, j'avais été extrêmement marquée. Il y a eu deux prises de parole de femmes qui m'ont beaucoup marquée, et c'était vraiment juste au moment où j'avais assez tardivement. La première, c'était le livre Parler de Sandrine Rousseau, que j'ai lu. Et j'avais l'impression de lire exactement ce qui m'était arrivé, mais juste avec des corps, personnages différents, exactement. Et ça m'a permis de comprendre que c'était une manière de me punir parce que j'étais soi-disant pas restée à ma place. Bon, d'accord. Et puis la prise de parole de Adèle Haenel,
qui était genre je peux parler parce que il est moins puissant qu'avant. Et d'où l'intérêt sur Change de disque d'analyser les rapports de force et les abus de pouvoir, parce que c'est vraiment ça. Et cette grille de lecture là, elle est importante pour un peu dégenrer la question des victimes et des coupables ou des agresseurs, agresseuses, parce que il y a des femmes qui agressent, il y a des femmes qui sont complices, il y a des hommes qui sont victimes, il y a des hommes qui sont alliés. Effectivement, quand on regarde la répartition du pouvoir dans la société aujourd'hui, plus d'hommes qui ont du pouvoir que de femmes. Mais quand on prend la grille de lecture du rapport de force, sur n'importe quelle situation, on peut très vite identifier quelle est la proximité du pouvoir de chacun, chacune, et en fonction de ça, pas mal prédire leur réaction quand on va leur amener. Et donc, si on est dépendant de quelqu'un, si on doit son poste ou son maintien en poste à quelqu'un d'autre, donc ça crée effectivement, quand je parlais de ce délai entre la libération de la parole et de la justice, si tant est on a jusque là, c'est extrêmement délicat à gérer, parce que humainement, ça demande à chacun d'accepter que on a un rôle à jouer, même si on n'est que témoin ou qu'on en a entendu parler, alors qu'on a tout envie de se dire oh là là, il y a tellement de trucs que moi je préfère juste essayer de me concentrer sur survivre, avancer, parce que je peux pas tout gérer. Et c'est vrai, on peut pas tout gérer. Et voilà. Et c'est très compliqué. Donc, ouais, au niveau de ces temps de prise de conscience, mais même quand on m'a dit voilà, il fait froid dehors et pars pas pour l'argent, alors que je venais d'expliquer à mon N+1 que voilà ce qui se passait depuis 9 mois. Voilà pourquoi j'étais. Et ça a été diagnostiqué, j'étais en début de dépression, hein, donc c'était pas rien. Il a fallu que je me rende compte que si jamais je ne m'écoutais pas moi, j'allais vraiment aller très très mal, enfin encore plus mal. Et donc, mais je suis partie. Et pendant 6 mois, 9 mois, parce que je suis partie, donc l'agression a lieu en fin 2007. Je suis partie quasiment 1 an plus tard de l'entreprise, le temps d'essayer de gérer ça. Et puis administrativement, on va dire, et professionnellement entre guillemets. Et puis j'ai monté ma boîte encore 9 mois après, parce que c'est marrant, comme des gestations. Et pendant avant de monter ma boîte et entre le moment où je suis partie, j'ai pris 9 mois où je me suis mise en tant que conseillère de copropriété là, au conseil syndical. Je me suis retrouvée à me dire tiens, je veux comprendre. Donc rien à voir. Je me suis acheté le droit de la copropriété, je me suis mise dans tous les dossiers de la copropriété où j'étais à l'époque, et j'ai compris, enfin j'ai découvert plein de trucs, mais de corruption, vraiment la totale. Et ça a été j'ai été chercher tous les petits porteurs, on a réussi à changer de syndic, et puis en fait après c'était genre Magouille et compagnie, ça a été retourné contre nous, enfin bref. Et je me suis dit oh là là, mais en fait c'est beaucoup plus simple de monter une boîte. C'est tellement plus simple de monter une boîte dans la musique que de me taper ça, parce qu'évidemment c'était bénévole, mais ça m'avait bien changé les idées. Et je me suis dit oh non, en fait c'est cool. Et donc de me dire je vais monter une boîte, j'en avais parlé avec un de mes très bons amis qu'on se connaissait depuis qu'on avait 18 ans. Je lui dis je vais monter une boîte. Il fait faisons-le ensemble. Donc à l'époque on a monté le truc ensemble, et donc c'était très progressif. Donc mais il y avait quand même, entre le moment où il y a eu l'agression et d'ailleurs au moment de l'agression, moi j'étais vraiment, il y avait des plans sociaux sur plans sociaux, j'étais vraiment dans l'idée que fallait que je survive, fallait que je reste dans cette boîte parce que j'y croyais, parce que j'adorais mon job. J'adorais les artistes que je bossais, j'adorais apprendre, j'adorais ça. Et cette agression, et c'est surtout cette défaillance au niveau de l'entreprise et de sa direction, et moi j'étais, on va dire N, et donc N+2 agression, N+3, N+4, N+5 complicité, y compris mon mentor de l'époque. Et là j'ai compris qu'en fait non, c'est bon, je pense que j'avais assez donné, et que on m'avait donné ma chance, j'avais été à la hauteur de cette opportunité, et j'avais pas à me dire pendant toute ma vie que oh là là, j'ai eu de la chance. Mais non, on m'a donné ma chance, certes, mais moi j'ai été à la hauteur et d'autres ne l'ont pas été. Donc maintenant, en anglais on dit it's my way or the highway, et donc j'ai pris my way and the highway. Donc voilà. Et à partir de là, donc j'ai été accompagnée dans le cadre du plan social par un cabinet d'accompagnement. Et il y avait c'était pas un bilan de compétences, c'était plus un bilan un peu pas psy, mais genre un truc pour voir un peu où on en est.
Et parce qu'ils avaient tout fait pour essayer de me mettre sur de la recherche d'emploi, parce que avant la musique, j'avais bossé chez L'Oréal et chez Dior, etc., plutôt en maquillage et tout ça. Et donc, je parlais 4 langues, j'avais fait Sciences Po. Enfin, ils étaient genre, ouais, c'est bon, on va la remettre là-dedans. Et j'étais, non, je veux pas retourner dans une entreprise, en fait. Je veux monter ma boîte. Je me plante, c'est de ma faute. Je réussis, c'est grâce à moi. Mais dans tous les cas, j'aurais appris quelque chose, il faut que je le fasse avant 30 ans. Et quand on a fait ce espèce de test sur un peu où j'en étais, et la conseillère était là, ah oui, effectivement, vous êtes extrêmement indépendante. Là, je fais pas. Je me demande vraiment pourquoi. Mais et donc ça m'a confortée dans l'idée que vraiment comme à l'anglaise de ce point de vue-là, je vais essayer, et puis c'est quelque chose qui me guide encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tant que je m'éclate, et tant que ça me fait plaisir, et tant que j'ai envie de le faire, je le fais. Le jour où j'ai plus envie, j'arrête. Et le luxe, alors c'est pas la précarité, mais le luxe qu'on a quand on est à son compte, c'est qu'on choisit avec qui on bosse, comment on bosse. Donc après, il faut pas se laisser happer, et ça a été un apprentissage aussi de pas se laisser happer par genre, du coup, je choisis de bosser tout le temps et de faire des burn-out et de pas me ménager. Non, mais de se dire, là, en fait, je m'y retrouve plus. La personne est devenue toxique, on n'arrive pas à bosser ensemble, plein de raisons différentes. C'est genre, maintenant, j'ai plus envie. Eh ben, on arrête. Et c'est pas la fin du monde. Et c'est la même chose pour ma boîte. Le jour où je me dis que ça me saoule et que je souffre de me lever le matin et de faire ça, et ben je vais arrêter. C'est pas grave. Émilie, est-ce que tu peux, t'as dit moi quelque chose là que j'ai noté, c'est l'analyse des rapports de force. Je trouve ça intéressant en fait d'avoir une grille de lecture pour, comme tu te dis, dégenrer en fait la problématique. Mais dans la notion de pouvoir, je vais essayer de formuler bien ma question, mais est-ce que c'est le pouvoir en fait qui fait que les mecs et les femmes deviennent complètement frappés et font ce genre de choses, ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que tu vois, aujourd'hui on parle du pouvoir, mais t'as le pouvoir d'agir, t'as le pouvoir de faire, de décider, d'embaucher, de bouger. Même toi, finalement, là, ce que tu viens de dire, c'est t'as le pouvoir d'arrêter de faire ce que tu fais, et pour autant, tu le fais de façon vertueuse. Tu fais pas ça de façon malicieuse. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est quoi le déclencheur dans le, je sais pas si c'est dans le cerveau, est-ce que les gens sont câblés à l'envers, est-ce que, tu vois, c'est quoi ton analyse par rapport à ça? Est-ce que c'est dirais uniquement le pouvoir, et dès lors qu'en fait on te donne un peu de pouvoir, tu deviens complètement débile? Alors, je dirais que c'est pas une histoire de folie ou de débilité. C'est vraiment une histoire d'intelligence et d'évaluation du risque, et donc d'opportunisme extrêmement conscient. Donc c'est pour ça que les excuses de je me rendais pas compte et tout ça, il y a énormément de stratégies d'organisation de l'impunité des agresseurs. Et donc généralement c'est comme le crime, la délinquance, c'est parce qu'on parle de faits qui sont des délits ou des crimes pénalement, c'est qu'on commence petit, et s'il y a pas de sanction, on se dit pourquoi m'arrêter en si bon chemin? Et donc généralement quand il y a une agression qui relève du criminel ou du délit, du crime ou du délit, c'est généralement, quand on commence à regarder d'un peu plus près, qu'il y a eu tout un ensemble de transgressions préalables qui n'ont jamais été sanctionnées. Et c'est aussi, inconsciemment, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais la raison pour laquelle la seule chose que je voulais, c'était qu'on dise publiquement, enfin name and shame quoi, il a été viré, donc sanction financière et professionnelle, et qu'on dise pourquoi, sanction réputationnelle, qui a un impact sur la carrière. C'était pour ça, pour stopper en fait cette lancée sur dans l'impunité et dans la question de, c'est pas tant qu'ils se disent je le fais parce que je le veux, c'est je le fais parce que je le peux. Et donc à partir de ce moment-là, toute la question de change de justice, c'est effectivement d'analyser ces rapports de force pour se dire comment est-ce qu'on évite que ce soit possible. Parce que et si jamais les gens ou les boîtes ou les disent
on parle de ça comme un sujet en disant c'est un sujet important et donc on n'a pas forcément encore détaillé les sanctions, mais c'est un sujet. C'est pas un non-sujet, c'est un sujet et il est important. Et donc, si jamais il est avéré que, et bien sûr, il faut mener une enquête, il faut faire les choses bien. Sinon, ça décrédibilise même le principe de la libération de la parole et c'est contre-productif pour les victimes. Mais si il s'est avéré, alors on doit être à la hauteur de notre parole. Si c'est important, j'agis, je sanctionne. Après, donc c'est pouvoir et contre-pouvoir. Donc à partir du moment où effectivement sur le pouvoir, c'est pas juste plein d'argent ou d'être, ça peut être effectivement le pouvoir de bloquer quelqu'un, le pouvoir aussi d'invisibiliser quelqu'un, de ne jamais créditer quelqu'un, le pouvoir de dénigrer quelqu'un, le pouvoir d'isoler quelqu'un, le pouvoir de. Mais pour chacun de ces pouvoirs, il y a un autre pouvoir qui est celui de visibiliser les gens, de les créditer, de les faire progresser, etc. Mais c'est plus c'est plus facile à ce stade d'utiliser un pouvoir négatif qu'un pouvoir positif. Et c'est ça que je déplore. Donc après, effectivement, sur la manière dont on regarde ça concrètement dans des situations, c'est compliqué, par exemple, quand, je sais pas, t'es RH et tu veux faire les choses bien, puis t'as quand même des obligations dans le droit du travail, mais que l'agresseur ou le violeur, c'est ton patron. Comment tu fais? C'est plein de dilemmes comme ça. Ou alors qu'il n'y a pas de témoin. Parce que ça se passe au monde, c'est pas une agression, mais c'est une discrimination ou du harcèlement moral et que la personne par sa personnalité est charmante avec certaines personnes et pas du tout avec une certaine autre personne et que du coup ça crée des dynamiques qui sont extrêmement difficiles c'est compliqué quand on est un peu embarqué dans quelque chose de se dire je veux pas être complice et donc je dis non. C'est rarement c'est bon là vous allez être complice de quelque chose, vous êtes d'accord? Ben non, ça marche pas comme ça. Et le fait qu'effectivement la personne qui m'a agressée ait pu le faire, se soit permis de le faire en toute connaissance de cause devant la moitié de la boîte, pour moi c'est une manière c'est-à-dire que tout le monde a été un peu sidéré en fait et tout le monde s'est dit si jamais j'accepte que ce que j'ai vu, ce dont j'ai été témoin, c'est vraiment pas assez, c'est trop horrible. Donc, je vais me réfugier dans une espèce de peut-être que ça s'est pas vraiment passé, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que. Et donc, sauf que de facto, l'agresseur, il a rendu tous ses témoins complices. Et comme c'est le principe de dilution de responsabilité, vous savez, qui s'applique, c'est-à-dire plus il y a des témoins, moins l'injonction à intervenir est forte. Et donc, vous avez une agression avec 2 témoins, il y a un moment, il y a quand même 50% de chances que la personne se dise c'est à moi d'intervenir. Sinon, il se passe rien. Et sinon, j'aurais cautionné ça. Alors que vous avez 60 personnes, où le téléphone sonne, il y a 60 personnes, il y a bien quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui va répondre, sauf que ça veut dire que le pourcentage de sa responsabilité est tellement faible que du coup, personne ne répond. Et c'est la même chose en fait. Et du coup, c'est une manière de rendre les gens complices de quelque chose en disant moi je vous nargue parce que vous êtes tous là. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein, mais vous n'avez rien dit. Et donc, les agresseurs qui sont là genre mais vous êtes tous complices, vous êtes tous pareils, vous êtes comme moi en fait. Et ça, c'est extrêmement tordu, mais c'est extrêmement efficace. Parce que quand j'ai publié ce texte #MusiqueToo, j'ai des personnes, d'anciens collègues de 12 ans auparavant, des hommes aussi, des femmes, mais surtout des hommes qui m'ont écrit en disant je trouvais ça horrible, mais je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Et du coup, ne sachant ni quoi dire ni quoi faire, je n'ai rien dit et je t'ai même pas dit courage, soutien parce que je savais pas. Et que maintenant je me rends compte que j'aurais dû te le dire, mais donc je te le dis maintenant, y a pas de souci, je t'en veux pas du tout et vraiment ça me fait beaucoup de bien de lire ce message et je te remercie. Mais parce qu'aussi il y a eu un travail sur moi-même de me dire
ok, il y a un moment, je veux pas revivre ça, ça remet en question plein de trucs, évidemment à titre personnel, et puis ce doute permanent déjà de pas se sentir légitime, de se dire voilà, alors je vais recroiser l'agresseur, il prend en puissance, moi comment est-ce que je fais quand il est à la tête d'une des plus grosses on va dire partenaires de labels ou sur de la distribution digitale, comment on fait en fait, parce que inévitablement cette boîte-là, ce nom-là va revenir tout le temps. Donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est extrêmement calculé. Et donc pour moi la clé c'est vraiment que chacune comprenne que c'est pas parce qu'on n'a pas été victime ou agresseur qu'on n'a pas un rôle à jouer, que le rôle qu'on a à jouer, deuxièmement, c'est un rôle assez soft en fait. Il y a toute une gradation dans les rôles quand on veut intervenir. Juste dire mais ta blague elle est pas drôle en fait, ou alors juste j'ai pas compris. Voilà, quand quelqu'un rit aux dépens de quelqu'un d'autre, c'est genre excuse-moi j'ai pas compris. Genre, vas-y explique parce que j'ai pas compris. C'est pas hyper transgressif, mais en fait ça casse un peu cette dynamique de la complicité induite. Et puis où ça peut être juste écoute je te crois. C'est important. Je te crois, mais c'est pas à moi de régler le problème. Je te recommande d'aller contacter des gens formés pour ça, à l'écoute, des gens formés au droit, des gens formés au RH, des gens formés pour que on remette des gens qualifiés dans ces processus. Parce que tout le problème, c'est que jusqu'à présent, au nom de la libération de la parole, on a mis on a essayé de dire le subjectif doit primer. Alors oui, il faut entendre les victimes. Il faut les croire, mais il faut surtout pas se substituer à la justice. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent mais on va pas substituer à la justice. Certes, mais il faut pas se substituer à la justice dans l'autre sens sans s'en rendre compte en disant oh non mais il a pas pu faire ça, moi je le connais. Mais en fait non, en fait là t'es en train de te substituer à la justice aussi. Donc se dire que le sujet n'est pas soit témoin ou personne à qui on se confie, mais que le sujet c'est la victime présumée, que de lui dire qu'on la croit pour pas qu'elle ingère des obstacles en plus, de dire non mais on va pas me croire donc je vais pas porter plainte, et donc ça devient et pourquoi t'as pas parlé plus tôt, et donc en fait c'est toujours aux victimes de faire tout le boulot. Et donc il y a un moment c'est fatigant et on se dit c'est bon, moi je vais déjà essayer de me remettre de ce traumatisme là et d'avancer avec 10 kilos d'eau sur chaque jambe, chaque bras et sur le dos. Si en plus on me croit pas, bon bah donc là l'idée c'est de se dire je suis là pour toi si tu as besoin, mais je reste à ma place et je t'incite à contacter les personnes formées sur les différentes choses. Donc d'ailleurs dans la musique, il y a une ligne d'écoute, cellule psychologique qui a été mise en place, qui est opérée par Audience, qui est un opérateur de caisse de retraite dans la musique, spectacle vivant, et qui est financé par le ministère de la Culture et initié par un certain nombre de syndicats d'artistes et autres, de professionnels, parce que c'est important et donc c'est gratuit, c'est financé, et donc les gens peuvent appeler et dire voilà, il m'est arrivé ça, donc il y aura des psys qui vont être là pour les écouter et qui vont les rediriger éventuellement s'ils ont envie ou elles ont envie d'aller au pénal vers des avocates, ne serait-ce que même explorer leurs options et ensuite décider en toute connaissance de cause de ce qu'elles ont envie de faire. Mais ça c'est très important qu'en fait chacun sache où être au meilleur endroit dans cette espèce de truc extrêmement compliqué, qui est d'autant plus compliqué que c'est un petit milieu, qui a beaucoup d'entre-soi, et que du coup, en plus la frontière entre le pro et le perso fait que voilà, c'est compliqué, et c'est aussi très dur, et tout le monde ne peut pas être exigeante ou courageux ou courageuse là-dessus, d'accepter que on ne connaît jamais vraiment les gens, et que des gens qu'on admire, qu'on respecte, ça c'est humain, hein, ne sont peut-être pas les personnes qu'on croit qu'elles sont, et que d'accepter qu'on s'est trompé sur quelqu'un, d'accepter qu'on a fait confiance à quelqu'un et que cette personne a utilisé cette confiance et ce soutien pour organiser son impunité, c'est dur. Donc ça demande du courage, et je pense fondamentalement qu'il y a peut-être 1 à 5% de personnes foncièrement mauvaises et 1 à 5% de personnes foncièrement bonnes, et qu'au milieu, ça dépend juste de, on est juste, et je pense que j'en fais partie, on dépend juste de là où est le curseur social et professionnel. Et l'idée de Change de 10, c'est de se dire, il faut que collectivement, on arrive à déplacer ce curseur pour dire, non, en fait, c'est pas ok. C'est tout. Et comme ça, c'est un non-sujet, et c'est beaucoup plus facile aussi pour les gens de se positionner, parce que tant que c'était un non-sujet, tout le monde se dit, oh là là, j'ai l'impression de transgresser et de mettre loin du curseur.
et de prendre des risques et d'avoir peur, et on repart dans cette spirale peur, honte, impunité. Tu peux nous raconter un peu, Émilie, quel est le modèle de on change de disque justement, parce que Ouais. c'est vraiment intéressant ce que vous avez monté. Donc en gros, on est 3 cofondatrices, dont une justement qui est anonyme. L'autre, c'est Lola Levent, qui avait monté aussi Diva Info, qui est journaliste et qui a bossé sur les premières enquêtes d'appel à témoignages avant même que le collectif Musique Tout se constitue, en reprenant mon hashtag. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a fait un appel à volontaires pour des groupes de travail. Donc après, il y a plein d'autres choses à faire, mais l'idée, c'est de se dire, on va s'insérer à un endroit où il y a pas ça n'existe pas déjà, cette action-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont au niveau professionnel, des fédérations en fonction des différents métiers, des différents genres musicaux. Il y avait aussi des choses sur de l'appel à témoignage. Alors parfois c'était genre des citations anonymes. Paye ta note par exemple fait ça depuis 2017 ou 2018, où c'est des citations anonymes. C'est plutôt dans le milieu des orchestres. Donc la question de l'appel à témoignage, après, c'est à partir de Diva et de Musique Tout, donc en 2020, que il y a eu cette idée d'articuler ces appels à témoignages avec des enquêtes journalistiques et donc transmettre éventuellement à la justice, mais surtout avec des enquêtes journalistiques, avec des médias nationaux. Street Press, Mediapart, Néon, rue 89 Strasbourg, Médiacité à Toulouse, etc. Donc ça c'était vraiment la grande nouveauté qui a permis de faire basculer cette histoire de l'entre-soi, ce qui se passe dans le milieu de la musique et cette omerta, c'est un sujet où la transparence, la lumière nationale arrive sur ce cher milieu de la musique. Mais à partir de là, pour avoir vécu ça, la question de l'anonymat, la peur de parler, mais la peur aussi de s'engager pour quelque chose qui est juste par conviction, mais de savoir qu'au-dessus, il y a ce pouvoir potentiellement de saboter une carrière, parce que faut surtout pas trop s'approcher de la fin de l'impunité. C'était très important que les gens puissent s'inscrire anonymement et participer anonymement. Donc en gros, on a tout automatisé, c'est-à-dire que sur le site internet de change-de-disque.fr, il y a un truc, j'en rappelle, à volontaire, les gens cliquent, s'inscrivent, c'est juste un mail, peuvent mettre un prénom, un nom si il ou elle le souhaite. Voilà. Parfois un numéro de téléphone parce que ça tombe en spam, mais sinon c'est genre un mail, mais ou pas, hein, c'est toujours sur la base du volontariat partout. Donc un mail, et à partir de là, la personne reçoit une espèce de processus automatisé où elle peut, si elle le souhaite, répondre à un questionnaire pour un peu mieux comprendre ce qui a été le tipping point d'ailleurs de leur engagement sur ce sujet. On a 15 à 20% d'hommes quand même. Donc et ça c'est très bien. On a des artistes, on a des non-artistes, on a des gens qui commencent dans le milieu, on a des gens qui sont très très en place dans le milieu, on a des gens qui sont de tous les métiers, de tous les genres musicaux. Et donc ça, cette grande diversité-là, elle est importante pour pas qu'il y ait d'angle mort, pour pas qu'il y ait de machin a raison et tel acteur a tort. C'est pas du tout la question. L'objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'on bosse ensemble de manière vertueuse et harmonieuse, et qu'on se concentre sur l'essentiel, à savoir créer du rêve et vendre du rêve à la base, à travers la musique. Et donc les gens ensuite reçoivent tous les mails en fonction du ou des groupes de travail qu'ils ont cochés, donc artistes, freelance, entreprise, et donc ça peut être les 3 si ça les intéresse, et donc vont recevoir un mail en disant voilà les comptes rendus, ou voilà des docs partagés. Si les gens souhaitent contribuer sur un doc partagé de manière anonyme ou non, il n'y a pas de problème. Et les groupes de travail, c'était l'idée d'une réunion flash d'1 heure sur Zoom. Donc sur Zoom, les gens peuvent se connecter avec un pseudo, caméra cachée et même micro coupé, en disant voilà, moi je contribue par le chat. Iguane37 a rajouté des trucs dans le chat, c'est possible. Personne ne l'a fait encore. On a eu des gens qui interviennent avec la voix mais pas la caméra. Et c'est tout à fait OK. Et donc c'est une réunion flash où on a donc ensemble calé ses parcours. Chaque parcours est divisé en étapes, en 3-4 grandes phrases, genre je commence, je suis au milieu, j'en sors. Et chaque phase est subdivisée en étapes, genre par exemple la candidature. Mais c'est pas genre candidat, c'est genre les offres de candidature, l'entretien d'embauche, ce genre de choses. Et à chaque fois, ou sur les artistes, je me suis formée avec un encadrement, soit dans un établissement d'enseignement artistique, un conservatoire, ou en autodidacte. Et quels sont les problèmes, ou je signe avec tel ou tel partenaire, quels sont les problèmes récurrents, communs à cette étape-là, en termes d'asymétrie. Donc souvent, ce qui revient beaucoup,
c'est la méconnaissance des droits. Et l'autre chose qui revient beaucoup, c'est la méconnaissance du fonctionnement de cette industrie dont j'expliquais qu'évidemment elle est hyper complexe. Donc plus on rajoute un certain nombre de choses structurelles qui font qu'on est en bas de ce rapport de force et désavantagé dans ce rapport de force. Et on a fait un petit outil pédagogique assez ludique qui s'appelle un bingo du risque d'être agressé ou discriminé dans ce milieu. Et donc c'est très simple, c'est genre 9 cases, c'est genre voilà, est-ce qu'on coche au moment où on a été discriminé, parce que c'est pas que de l'agression, ça peut être discrimination raciale, homophobe, sur le handicap, enfin ça peut être plein de choses. Et donc c'est genre j'ai moins de 30 ans, je suis une femme, je suis racisée, je suis LGBTQIA+, je connais personne dans le milieu, la personne est très puissante. Et voilà, voilà, les gens se sont appropriés ce bingo. Il y a eu pas mal de partages de gens qui disaient en moyenne 7 sur 9. Une personne qui a même dit est-ce que je devrais me réjouir ou pleurer que je n'ai que 3 sur 9 en termes de prétexte finalement pour des agresseurs de se dire je peux me permettre d'agresser ou de discriminer. Et donc ça c'était après on a aussi eu des gens qui ont extrêmement mal vécu ce JPEG. Et donc on s'est dit tiens pourquoi te sens-tu menacé par un JPEG? C'est à se demander si voilà, c'était vraiment des réactions très violentes de gens qui se sentent un peu concernés dans le mauvais sens du terme, mais voilà, c'est des choses qui expliquent un peu comment on peut faire un peu de pédagogie, comment on travaille collectivement avec cette intelligence collective, donc sur trouver des solutions. On liste aussi dans ces groupes de travail, au-delà de ces 4-5 problèmes communs, les ressources existantes, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de collectifs. On a même lancé sur le site, dans la case ressources, il y a une liste de liens dont la liste des initiatives et orgas génial de la musique. Il y a des tonnes de trucs pour les gens qui veulent s'informer, des podcasts, des comptes Instagram qui valorisent des femmes artistes, des femmes du milieu, des dispositifs d'accompagnement, des artistes, des non-artistes, des programmes de mentorat, des acteurs de la formation sur l'égalité. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de choses, des tremplins spéciaux. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'outils, il y a plein de podcasts aussi, notamment sur la rémunération, la négociation salariale, des choses sur aussi les freelances. Et donc, en gros, si je devais résumer, tout ça, ça permet aux gens de contribuer, même s'ils ont 5 minutes de temps en temps, ou ils ont 1 heure, ou ils ont 6 mois, peu importe. Parce que ce changement, il doit être collectif. Et que s'il n'est pas collectif, il ne se fera pas. Parce qu'en fait, c'est à chacun de vouloir advenir ce monde sain. Et c'est sûr que on voit toujours qu'il y a des gens qui vont avoir des résistances. Donc encore une fois, si on arrive à déplacer le curseur, on va emporter l'adhésion d'un certain nombre de personnes qui tant qu'il y avait un enjeu fort et une peur du coup élevée à s'impliquer, là c'est genre je peux contribuer à quelque chose et c'est que positif. Je ne me mets pas sur la ligne. Ouais. Là on est fin 2021 et il y a quand même pas mal de temps qui se sont écoulés entre fin 2007 et fin 2021. Est-ce que les choses ont bougé, s'améliorent? Est-ce que tu es optimiste? Tu vois, qu'est-ce que toi tu vois? C'est une bonne question. Moi, je pense que faut être optimiste parce que sinon, faut arrêter. Non, je suis optimiste. Ça bouge pas assez vite, mais bon, ça c'est pour toutes les personnes qui ont vécu ça déjà. C'est genre voilà. Et surtout de se dire que si on peut éviter de la souffrance inutile à des personnes qui n'ont pas vécu ça, et on le souhaite pas encore vécu ça. Voilà, c'est pour ça que ça va passer vite, mais il y a quand même eu un certain nombre de personnes qui sont parties. Après, on est dans une phase de transition. C'est-à-dire que la libération de la parole, ok. Il y a eu des têtes qui sont tombées, mais encore une fois, on les a fait tomber en les exfiltrant avec un gros chèque. Donc, ok, il agresse plus. Tel patron n'agresse plus, mais le problème c'est que on n'a pas réglé le fond du problème, on n'a pas réorganisé les process, donc et lui surtout sa réputation elle est intacte, il a un énorme chèque, donc il peut aller je sais pas faire son activité je sais pas où à la campagne et se dire que voilà il était temps de prendre sa retraite ou que en fait il en avait marre de ce milieu. Non, c'est pas de sanction, ça c'est c'est de l'exfiltration, donc ça c'est
Ça, il y a encore des choses qui doivent changer de ce point de vue-là. Je pense que il est temps aussi que même des acteurs qui paraissent pas forcément concernés se sentent concernés. Je pense notamment à toutes les organisations qui donnent du pouvoir en récompensant donc des prix, que ce soit les Energy Music Awards ou n'importe quel prix, doit s'interroger sur comment est-ce qu'ils remettent cette question au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on récompense quelqu'un, il faut dire que qu'est-ce que tu as prévu, ou que tu as prévu quelque chose si jamais il s'avère que la personne est un agresseur ou un violeur. On peut pas le laisser s'appuyer sur ce auréolé de tel ou tel prix, de tant de. C'est pas la question. On le voit d'ailleurs sur Yannick Agnel. C'est ouais, mais il nage bien. Ouais. Enfin, accessoirement là, on parle de quelque chose de très grave en fait. Donc on s'en fout qu'il nage bien. On s'en fout qu'il fasse une bonne baguette. C'est pas la question. Là, on parle de délit ou de crime. Donc c'est un peu important que tout le monde s'implique. Donc les organisations qui montent des prix, les médias aussi, qui donnent du pouvoir et de la visibilité à des personnes qui ne le méritent pas forcément, ou qui mériteraient, alors sans leur dire de rester chez elles à vie, mais de ne pas les récompenser de cette visibilité, de cette gloire-là. Donc on en est là, je pense. Et puis il y a aussi l'enjeu du backlash, l'enjeu ouais, c'est bon, on a libéré la parole, maintenant il y a plus qu'à. Et puis le fait de se cacher derrière ne faisons pas justice à nous-mêmes, le tribunal médiatique et tout ça, qui fait que bon, après ça traverse la société, mais concrètement il faut qu'on arrive à aborder ces questions comme des adultes. Après, il y a des choses très positives qui sont arrivées, c'est-à-dire que le Centre national de la musique a mis en place depuis un peu plus d'1 an un protocole de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire que en gros les demandes de subventions sont conditionnées au fait de suivre une formation, au fait de voilà, c'est important. Donc c'est bien. Après là le ministère de la Culture vient de sortir quelque chose en disant que pour les producteurs de spectacles, il faut que les gens fassent de la sensibilisation dans leurs événements et se forment, sinon pas de subvention. Donc après c'est toujours le levier de l'argent. Le problème qui va rester, c'est comme ça a été dans mon cas, les sociétés qui sont privées, qui sont très grosses, internationales, et qui n'ont pas vraiment besoin de subventions publiques, et qui ont quand même besoin d'avoir un contre-pouvoir pour les amener à ça. Donc, est-ce que c'est la réputation ? Est-ce que c'est que je sais pas, le parquet ou la DILCRA ou un ministère se saisissent de ça pour dire non, c'est un fait caractérisé, donc vous êtes responsable de le maintenir, tel ou tel artiste en contrat, ou de maintenir telle personne en poste. Bon, bref, ça bouge. Donc après, voilà, on est vraiment dans une transition, dans un entre-deux. Ça va dans le bon sens, mais il y a encore énormément de boulot. Dans les musiques extrêmes, par exemple, donc tout ce qui est métal, hard rock et tout ça, il y a un backlash très fort qui est en train de se produire, d'autant plus que ça tombe d'agresseurs, donc des personnes qui ont été des chanteurs de groupes qui ont été nommés dans des enquêtes Mediapart, quand même, pour viol, enfin des choses assez importantes quand même, sont pour autant mis en première partie ou en tête d'affiche sur des événements. Et ça c'est un problème. Et pour d'autres, il y a tout le problème des fascistes et des néo-nazis qui donc il y a ça aussi dans les musiques extrêmes en ce moment en France qui se passe. Donc c'est pas de tout repos pour les victimes. Le coût de la libération de la parole pour les victimes est encore extrêmement fort. Et tout le monde est encore un petit peu déboussolé sur genre mais comment je fais, comment je me positionne. Donc nous sur Change de Disque, au-delà des groupes de travail, on essaie de remettre en avant le fait que faire circuler l'info, il y a tel ou tel tremplin, il y a telle ou telle opportunité, il y a tel ou tel outils, des cellules d'écoute, des choses qui sont financées, accessibles, et aussi de s'interroger et d'essayer d'analyser la situation en disant attention, il faut remettre des gens qualifiés au cœur de ça, que ça devienne pas la parole contre la parole, qui est genre le problème depuis le début, sur on ne me croira pas parce que machin est puissant et moi je ne suis personne. Mais une des raisons pour lesquelles je suis assez optimiste aussi, c'est que j'en ai rapidement parlé, mais avec la nouvelle onde, c'est que on peut déjà changer ce milieu, et c'était pas forcément
mon objectif conscient quand j'ai lancé la Nouvelle Onde, mais il y a 3-4 ans. Mais l'idée, c'était vraiment juste de dire, je rencontre des étudiants avec des expériences dingues à moins de 25 ans. C'est vraiment dommage qu'on les voit pas. Et puis moi ou d'autres ou des hommes, on avait vécu de ma génération, moi j'ai 42 ans, mais on avait vécu le même problème, c'est-à-dire que j'appelle le problème du sandwich. C'est-à-dire qu'avant 30 ans, on ne voit pas. Puis après 30 ans, on ne voit plus, parce que tu comprends, il y a des jeunes formidables qui arrivent derrière. Mais j'avais 29 ans hier. Oui, mais voilà. On te voyait, oui. Bon, bref. Et donc ça, on cumule ça plus quand on est une femme, quand on est racisé, quand on est précaire, quand on vient d'un milieu socio-culturel qui est pas le bon, etc. C'est compliqué, ou qu'on est en région par rapport à Paris, etc. Et donc qu'on a fait une école, qu'on n'a pas fait d'école. Et donc l'idée, c'était de se dire bon, on va aller chercher et trouver ces gens-là. Mais au moment de la mise en place de ça, l'idée, c'était pas de dire on va faire nommer les gens. On va au contraire dire, on va pas reproduire les biais existants de ce milieu avec l'entre-soi. On va dire, c'est aux gens de candidater. Mais quand les gens candidatent, de toute façon, on ne demande pas de photos. On demande juste la date de naissance pour s'assurer qu'ils aient moins de 30 ans. Et on leur demande, par rapport aux différentes catégories des prix, qui sont pas des catégories métiers, mais genre des profils, je choisis tout, la multi-activité, multi-casquette, slasher, slasheuse. J'innove plus comment je transforme la filière et pas forcément que de la tech. Ça peut être du développement durable, du féminisme, que sais-je, du solidaire. J'explore comment on crée des liens entre les différentes cultures, genres musicaux, ponts, territoires, peu importe. Je gère pour des gens plutôt sur des métiers traditionnels de la filière, mais avec des grosses responsabilités, donc équipe, argent, voilà, hiérarchie. Et artistes entrepreneurs au final, donc par rapport à des artistes qui se structurent professionnellement en tant que non-artistes aussi, et qui mettent ces structures-là au service d'au moins un autre projet que le leur. Et donc les gens, par rapport à ces catégories, peuvent candidater aux 5, et derrière vont devoir dire, pas j'ai fait telle école, parfois il y a plein de gens qui sont autodidactes dans la Nouvelle Onde. Il y a des gens qui ont fait des thèses, on a de tout. Mais surtout on leur demande donc où est-ce que vous bossez aujourd'hui, là où les structures dans lesquelles vous bossez, qu'est-ce que vous faites, et ensuite par rapport à chaque catégorie, en quoi vous êtes, je choisis tout, en quoi vous innovez, en quoi, sur des choses très concrètes. Le reste, on leur demande pas de CV. Après, si elles veulent le faire, il y a pas de problème. On leur demande pas de CV, on leur demande juste de renseigner ces questions-là, et donc sans photo, et de le faire d'eux ou d'elles-mêmes. Et tout est paritaire depuis le départ. C'est-à-dire qu'il y a 5 catégories, il y a un lauréat et une lauréate par catégorie. Donc on parle de 10 personnes. Après, sur la question de non-binaire, ça n'est jamais arrivé, mais il y a un plan. Si jamais il y a quelqu'un qui se dit non-binaire, et qui, voilà, parce que la parité implique de la binarité. Donc c'est genre, dans la réflexion sur la non-binarité et pas discriminer, comment on fait? Le plan est là, s'il y a besoin. Et ces personnes-là, donc les candidatures arrivent, les gens ont 3 semaines chaque année pour candidater. Et même si les gens sont super, on peut leur dire, je t'incite à candidater, mais aucune garantie, mais il faut que les gens le fassent, qu'ils aient envie. Et à partir de là, c'est ma seule souveraineté, on va dire, c'est que j'identifie 5 mentors, une par catégorie, qui incarne vraiment, qui a entre 31 et 42 ans. Donc vraiment la génération juste avant, qui est en plein dedans, mais qui a juste vécu tout ça un petit peu avant, pour présélectionner leur top 5 hommes et top 5 femmes. Et ensuite, transmettre ça à un jury, qui est lui aussi paritaire. Pareil, à chaque fois, c'est des gens avec tous les genres musicaux représentés, moitié des personnes qui viennent de région, paritaire évidemment, voilà. Et des gens de tous les âges, là pour le coup, il y a des gens jeunes, il y a des gens qui ont moins de 30 ans, il y a des gens qui sont pas de la Nouvelle Onde, et des gens qui ont 60 ans, et des gens au milieu. Et justement, donc on a du classique, on a du métal, on a du rock, du rap, de l'électro, du reggae, de l'ambiance, on a tout ce qu'on veut. Donc chaque année, c'est... Voilà, si jamais un jour le PS se reforme, je serai capable de former un gouvernement, parce que c'est vraiment un super exercice. Mais à partir de là, on choisit pour pas qu'il y ait d'angle mort, en fait, pour comprendre leur parcours, pour se rendre compte aussi que si quelqu'un bosse à tel endroit dans le lyrique, est-ce que ça représente, plutôt que de dire bah non, on a nos billets, etc. Et donc ça, là, on est sur la 4e promo, donc on parle de 160 talents, dont la moitié sont des femmes. Et c'est un non-sujet. C'est-à-dire que on passe à l'étape d'après, c'est un non-sujet, évidemment, c'est paritaire. On a des partenariats avec des fédérations de filières, de métiers, de genre musical. On a des partenariats aussi avec des cabinets de recrutement,
avec des gens sur la gestion et la prévention sonore, parce que tout le monde travaille avec nos oreilles, qu'on soit artiste ou non. Agissons, on a des partenariats avec J7So par rapport à l'égalité, avec Cura Collectif qui est un collectif par rapport à la santé mentale. Il y a d'autres partenariats qui vont arriver, notamment sur l'écologie, et c'est hyper important d'avoir ces partenariats à différents niveaux régionaux, en gros pour toujours décloisonner au niveau du genre, de la interrégionale, interprofessionnelle, intermusicale, intergenrée, et parce que on voit que la discussion, cette génération-là, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a plus de 500 collaborations entre eux et elles à ce jour. C'est hyper solidaire, c'est hyper. Même s'ils ont des boîtes qui font la même chose, ils font des partenariats, ils bossent ensemble, c'est hallucinant. Et moi, j'étais là, mais vraiment là, je vois ma génération, on a été conditionnés à penser que c'était une histoire il y avait la place que pour un ou une d'entre nous, et donc il fallait sortir les coudes et il fallait tuer pour y arriver ou sortir de ce milieu. Et ça, en fait, ça a donné énormément de comportements toxiques et discriminants et violents et qui a engendré beaucoup de souffrance, alors que c'est absolument pas nécessaire. Et quand je vois les valeurs, mais vraiment collectives, c'est magnifique. Il y a une entraide incroyable. Et toujours par rapport à ce que je disais sur le fait de donner du pouvoir via des prix, comme c'est une mise en valeur, mise en lumière, et qu'en plus ils ont des formations, ils ont un podcast que j'ai lancé du coup pour les valoriser, ils ont une séance photo gratuite, offerte, etc., financée. On a le CNM qui nous soutient financièrement chaque année de plus en plus, et ça c'est vraiment génial. Il y a tout plein de choses qu'on met en place comme des outils et de l'accompagnement pour les aider à vraiment gérer cette transition et mettre en place de bonnes habitudes. Mais ça fait 2 ans qu'on a rajouté quelque chose au moment où les gens candidatent. C'est-à-dire que pour candidater, il faut cocher la case qui dit juste, la Nouvelle-Onde prend très sérieusement, prend très au sérieux la question des discriminations et des violences sexistes et sexuelles. Et donc, si jamais il était avéré qu'une personne qui avait été récompensée par la Nouvelle-Onde avait commis quelque chose qui était répréhensible, elle accepte que la Nouvelle-Onde se réserve le droit de prendre les mesures adéquates. Et c'est très important d'envoyer ce message pour que ce soit pas genre, on cautionne, c'est genre, non. Cette personne a décidé d'agir en toute connaissance de cause. Cette personne a essayé de se servir du pouvoir conféré par un prix pour organiser son impunité. Nous, on marche pas avec ça. On refuse ça. Il est hors de question qu'on cautionne ça. Donc, en candidatant, on remet la personne devant ses responsabilités. On peut pas savoir, et j'espère qu'on n'aura jamais quelqu'un de la Nouvelle-Onde dont un nom sort, etc. Mais si jamais cette personne a fait quelque chose qui ne va pas, on va pas se dire « Oh là là, c'est la honte sur la Nouvelle-Onde ». Absolument pas. Cette personne a coché cette case, et donc elle est responsable à 100% de ce qu'elle a décidé de faire. Et ça n'est pas nous. Nous, elle nous a induit en erreur. Et donc, en cochant cette case, on permet de remettre la responsabilité sur cette personne, et non pas à cette personne de se défausser sur une espèce de complicité tacite. Et ça, c'est très important. Oui, et c'est intéressant parce que c'est duplicable à plein d'endroits et sur plein de sujets différents, en fait, ce que tu racontes, Émilie. Complètement. Là, on était sur les personnes qui sont vraiment à l'intérieur de l'industrie, ou en tout cas très en lien. Si on se place du point de vue du consommateur, on parle beaucoup de consommation responsable, donc manger moins de viande, regarder où sont fabriqués les produits. Ça paraît maintenant presque facile. En tout cas, on sait, évident. On a la connaissance, évident. Si on pose la question sur la musique, ça veut dire quoi consommer de manière responsable la musique, tu vois, est-ce que on peut avoir un regard un peu similaire, et à quel niveau? J'avoue que je te pose la question, je sais vraiment pas. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, et elle est au cœur de notre responsabilité individuelle par rapport à cette responsabilité collective. Donc par exemple, alors sur la question responsable, écologie, etc., il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment il y a le Shift Project sur la culture, mais il y a aussi Music Declares France, Music Declares Emergency, qui est un truc anglais qui s'est lancé par rapport à la question de l'écologie dans la musique, et avec une branche française qui s'est montée il y a même pas 1 an, qui font beaucoup de choses. Mais il y a aussi Arviva dans plutôt la musique classique. Donc il y a pas mal de collectifs qui se montent sur la question de l'écologie. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs dans la Nouvelle-Onde, des talents qui font des choses
choses au quotidien en tant que organisateur ou producteur ou productrice de spectacles vivants ou de merchandising d'artistes ou de fabrication de CD ou de vinyle sur des pratiques responsables. Et donc ça c'est un axe vraiment très fort qui est en train d'émerger. Donc il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Et puis même aussi au niveau de professionnel, donc sur la manière dont on réorganise un peu nos pratiques là encore, et dont après sur la question du streaming et la musique enregistrée. Sur le spectacle vivant, c'est plus facile de mesurer son empreinte carbone que sur la musique enregistrée, où genre du CD, bon bah bof, du vinyle vraiment très bof, du streaming super bof, donc c'est un peu compliqué parce que là on est sur faut trouver la brèche là, parce que ça devient compliqué sur la musique enregistrée, et la solution n'est pas non plus d'arrêter d'enregistrer de la musique. Et ça, c'est voilà. Sur la question après de la responsabilité par rapport à indirectement donner du pouvoir à des personnes qui ont commis des délits ou des crimes, et sur cette histoire de l'égalité ou même de discrimination raciale. Enfin, on n'est pas que sur la question femmes-hommes. Il y a effectivement ce dilemme de on écoute de la musique parce que cette musique nous a touchés. Et donc de se dire oh là là, je vais arrêter d'écouter machin, c'est très compliqué. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas agir. Donc, par exemple, moi, je sais que quand j'avais 15 ans, j'écoutais énormément R. Kelly. Et genre, avant même I Believe I Can Fly, j'étais vraiment... Et puis, quand j'ai commencé à comprendre des trucs avec les paroles, il parlait de Aaliyah qui elle-même chantait Age Ain't Nothing But a Number. Et bon, j'étais là, il y a un truc qui cloche, mais je me rendais pas forcément compte. Et puis, au fur et à mesure, c'était il y a longtemps maintenant. Et puis maintenant, on sait ce qu'on sait. Évidemment que je peux pas écouter sa musique sans être mal, en fait, de comprendre ce qu'il dit vraiment, et qu'indirectement, en chantant ça et en ayant des prix, en ayant des ventes, il est en train de nous rendre collectivement complices du fait qu'il chantait ces crimes au grand jour. Donc après, c'est comme Noir Désir. Moi, j'adorais Noir Désir. Mais il y a un moment, je refuse que Bertrand Cantat soit adulé, qu'il fasse Est-ce qu'on est obligé de lui donner la couverture d'un magazine? Est-ce qu'on est obligé de lui donner une tribune où il se lamente alors que la morte ne peut pas le faire? Il y a une question de descente. Donc après, il faut s'interroger, je pense, entre est-ce qu'on a le pouvoir de faire quelque chose au niveau de ce milieu? Et est-ce que si on est en dehors d'un milieu, est-ce qu'on cautionne? Parce que parfois on va se dire non mais j'ai vraiment trop envie d'écouter cette chanson, d'accord, mais comment est-ce qu'on va le faire de la manière qui va rapporter le moins de revenus à cette personne possible. Donc, si le streaming, ça paye que dalle, peut-être plutôt streamer que d'acheter un album. Ou si on avait déjà l'album avant, on écoute l'album, mais ça ne générera pas de stream, on ne like pas, voilà, c'est des choses comme ça. Donc après, ça paraît totalement dérisoire par rapport à l'enjeu, mais en fait, c'est la somme de toutes ces petites actions-là, de se dire, non, je ne souhaite pas cautionner par mon soutien, par le fait que je vais regarder c'est pareil sur la politique, moi il y a des émissions, dès qu'il y a tel ou tel invité, je ne regarde pas, je ne vais pas faire partir de l'audimat ou de l'audience, de la valorisation d'une parole qui me heurte. Donc après, ça revient toujours à la question de séparer l'homme de l'artiste. Mais il y a un moment, les artistes ont tendance à s'inspirer de leur vie pour créer. Donc il y a un moment, la séparation, elle n'est pas forcément possible. La question c'est oui, on peut se dire il y a une belle œuvre d'art, d'accord. Mais est-ce que on est obligé de permettre à cet artiste d'en tirer des revenus, et donc des revenus et de la notoriété, et de continuer à l'aider à asseoir son impunité et son pouvoir? Non. Donc après, ça oblige à se poser des questions et de faire un effort. Ça, c'est sûr. Et ça, tout le monde n'est pas forcément prêt à le faire ou prête à le faire. Et j'avoue que parfois, on peut pas se dire, oh là là, je regarde toute ma discothèque, okay, violeur, agresseur, sordide, oh là là, non mais c'est chaud quoi. Et il y a un compte Instagram qui s'appelle Misogyny and Music, qui est américain, et qui est, je pense, tenu par quelqu'un qui est l'une des survivantes de R. Kelly, justement, et qui s'amuse, entre guillemets, mais qui recense tous les trucs, mais en fait, tous les gars des années 70, ils étaient super tordus, en fait. Ils étaient pédocriminels. Les fans, à chaque fois, elles avaient genre 13 ans, 15 ans. On écoute des chansons qu'on adorait. On est là genre, oh mon Dieu, mais c'est horrible. Donc c'est sûr que ça nous oblige à peut-être un peu déchanter de notre voilà, culture musicale et des moments forts avec lesquels on s'est construit.
Mais en tout cas, moi, maintenant, je suis là genre, ouais, mais je veux plus cautionner ça. Donc, à titre personnel, mais j'y vais progressivement. C'est-à-dire que on peut pas faire tout le monde d'un coup, on peut pas prendre toute cette discothèque d'un coup et dire, OK, en fait, je vais tout jeter. On n'est pas obligé de jeter, mais je laisse ça sur une étagère, je ne stream pas et je me concentre sur non seulement sur des artistes qui m'apportent une joie, inaltérée, mais aussi, je cherche à écouter d'autres voix, d'autres vécus, d'autres choses, parce que ça donne une musique différente, ça donne une création différente. Et c'est alors après, oui, on parle beaucoup de playlists de femmes, d'artistes femmes. C'est pas tant qu'elles sont artistes femmes, c'est qu'elles ont des vécus, elles disent des choses dans leurs chansons, et parfois c'est absolument pas une histoire de j'ai vécu ça ou pas. C'est juste leur point de vue sur le monde qui m'intéresse plus que des personnes qui ne valent pas vraiment la peine d'être confortées dans leur comportement, ou même quand c'est des personnes qui sont plus là, mais dans le mythe. Et d'ailleurs, par rapport aux années 70, ça m'a vraiment fait très plaisir de le voir, c'est que Jimi Hendrix était un mec bien. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, parce qu'avec d'autres fans, on était genre sérieux, il y a trop mais non, il y a rien qui était sorti sur lui. C'est-à-dire que même dans le biopic qui est sorti, que j'ai pas encore vu, il y a une ex à lui qui avait dit, mais vous l'avez pas assez valorisé, c'était vraiment un gentleman. Donc voilà, ça, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Faut pas encore écouter 2-3 tubes. Voilà. Ah non, mais oui, toute l'œuvre de Jimi Hendrix, je recommande même. Voilà. Et justement, dans nos contemporains, en tout cas, peut-être des plus jeunes aussi, qui s'engagent ou qui font qu'est-ce que toi tu vois, est-ce que il y a des noms que tu auras envie de recommander à écouter, des gens qui transmettent des belles histoires aussi, puisque tu es dedans, tu vois, nous avec notre méconnaissance aussi, ou en tout cas parfois peut-être un peu moins accès à cette ouverture-là. Est-ce que tu aurais envie de recommander certains artistes qu'on connaît Alors dans les artistes, franchement, il y en a tellement. Alors ça demande un peu plus de travail, mais ce que je recommande, c'est donc par rapport aux artistes d'aller sur la liste des initiatives et orgas géniales de la musique qu'on a sur le site de Change de Disque. Et il y a tellement de podcasts qui permettent de découvrir, il y a des radios, enfin voilà, il y a tellement de playlists aussi qui sont lancées, vraiment, parce qu'après c'est très personnel, les goûts musicaux. Il y a des gens qui vont adorer l'artiste mais qui vont pas forcément être fans du genre musical, donc ça c'est à chacune de faire en fonction de ses sensibilités, mais via ces sources là de recommandations, si on commence à aller les écouter ensuite sur les plateformes de streaming sur laquelle on est, ou d'acheter des albums, ça va nous amener à d'autres. Donc ça, c'est ce que je recommande par rapport aux artistes. Et après, sur les non-artistes de ce milieu qui font des choses vraiment bien, shameless plug, je vais recommander d'écouter les 2 saisons du podcast de La Nouvelle Onde. Alors, c'est pas parce que je l'anime, mais c'est vraiment parce que moi, j'interroge ces talents-là sur leur manière d'être et leur manière de faire leur métier. Et donc c'est pas genre t'as moins de 30 ans, vas-y, t'es intéressante. C'est vraiment comment est-ce que vous faites. Et donc il y a chaque émission, elle fait à peu près 1 heure, 1h15 sur ce que c'est qu'être un label aujourd'hui, donc ce que c'est qu'être éditeur ou éditrice de musique, ce que c'est que d'être manager ou manageuse. Et donc tout ça, c'est sur le site de lanouvelleonde.com, et en haut à droite il y a un petit hamburger, parce que sinon on voit pas bien les rubriques, où il y a genre une page le podcast, et donc il y a tous les épisodes. Sinon ils sont sur toutes les plateformes, La Nouvelle Onde, je me suis pas pris la tête sur les titres. Et donc à chaque fois il y a un peu moins de 16 épisodes sur ce que c'est qu'artiste entrepreneur aussi, ce que c'est que la promotion, les fantasmes autour du numérique. Enfin, il y a beaucoup de choses, l'événementiel, les métiers du live. Enfin, il y a plein de choses. Je fais une saison par promo, donc on a fait les 2 premières promos. On a été un peu retardé avec le Covid, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours des hommes et des femmes sur ces émissions, que on comprend comment ils ou elles font, c'est leur métier. Moi, j'apprends beaucoup de choses aussi. Je pose des questions plutôt ouvertes, parce que je suis pas en train de leur dire on doit faire comme ça, au contraire. Et du coup, ils parlent ou elles parlent aussi de leurs artistes, de leur boîte, de leur spectacle. Et je pense que c'est vraiment inspirant, parce qu'à chaque fois je sors de là, j'ai appris plein de trucs. Donc ça, c'est des recommandations que je ferais pour. Puis après, ils ont aussi sur la page dédiée par épisode du podcast, il y a le lien vers leur portrait
sur le site de la Nouvelle Onde, où en fait, au lieu de faire un portrait genre « Bonjour, tes études, nanana », si jamais ils en ont fait, ils peuvent le dire, on leur demande une citation, on leur demande quel a été un peu le tipping point en fait, genre le moment où genre le break, pied à l'étrier, et puis on leur demande 3 morceaux qui ont vraiment été déterminants dans leur cheminement personnel, et une playlist pour les aliens aussi, parce que c'est important de penser aux aliens et qui comprennent un peu ce que c'est que la musique et les humains, et aussi des choses sur c'est quoi les enjeux dans les 5 ans de votre métier ou de ce milieu. Donc il y en a qui répondent à titre personnel, j'ai envie de faire telle ou telle chose, et d'autres qui répondent par rapport à des tendances dans leur milieu professionnel. Donc c'est très ouvert, voilà, et c'est très personnel, mais ce sont des interviews, c'est toujours le même format, mais on apprend à vraiment les connaître. Ouais. Donc voilà, c'est ça mes recommandations. Ouais, super. Romain, est-ce que il y a des questions, toi, qui te... Non, mais j'ai plus de questions. Moi, j'ai trouvé que l'échange était intéressant, sympa. Moi, t'as dit beaucoup de choses qui résonnent beaucoup, notamment une chose qui était remettre de l'objectivité dans des situations complètement subjectives. Et je crois que vraiment là, ce que tu portes permet de remettre un peu d'objectivité et permettre à chacun de se dire, de rester à sa place tout en étant dans l'accompagnement et en étant support aux personnes qui vivent ces drames, ces tipping points qui sont alors peut-être la source de ton engagement, peut-être étais-tu aussi engagé auparavant, mais en tout cas qui viennent renforcer les engagements, et c'est aussi le dénominateur commun que l'on observe chez tous les leaders que l'on a reçus dans nos discussions. Et puis un message qui pour moi est un message d'espoir, qui est le partage du pouvoir, ou en tout cas le pouvoir de partager, est aussi une des clés du bonheur, du bien vivre ensemble, du bien-être ensemble, dans notre société, dans nos entreprises, dans nos façons de faire, dans nos associations. Et voilà, je sais que nous, cette notion de pouvoir, elle est aussi hyper importante à nous, à titre personnel, dans nos engagements, dans notre entreprise. Mais effectivement, c'est pas le pouvoir qui fait qu'on devient détraqué, c'est ce qu'on fait du pouvoir qui nous détraque et qui fait qu'on fait de mauvaises choses. Donc merci beaucoup pour cette discussion engagée, engageante, éclairante aussi. Merci aussi pour la transparence que tu as eue, parce que c'est aussi des chocs, et c'est toujours parfois compliqué de réveiller ces blessures-là, parce que ça reste des plaies, je crois, des plaies ouvertes pour toujours. Oui et non. Ouais. Franchement, c'est-à-dire que ça fait 14 ans maintenant, quand même. Quand même. Donc moi, j'avoue que sur ces sujets-là, c'est-à-dire que c'est moins grave que d'autres. Il y a des histoires vraiment, c'est très très lourd. Et à titre personnel, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de ça. C'est-à-dire l'action collective me permet de me dire, je fais ça pour que d'autres puissent ne pas vivre ça. Mais après, à titre personnel, je sais que c'est un cheminement parallèle. Au début, je confondais les deux. Je pensais qu'en réglant au niveau collectif, ça allait. En fait, non, c'est un cheminement personnel, et j'accepte qu'il prenne du temps et que je suis pas encore arrivée à bout de ça. Mais à terme, je suis en train de cotiser pour, au cas où je me prends un procès en diffamation, quand je serai en capacité ou en mesure, dans l'envie de le nommer publiquement, parce que je vais le faire. Je ne sais pas encore quand, mais je pense dans les 2 ans. Ça prend du temps, mais je le ferai. Ça c'est toujours par rapport à cette histoire de justice, parce que c'est ça le moteur, quoi. C'est genre, mais c'est pas juste, et donc c'est pas normal, et donc il faut remettre les choses à leur place, en fait. Donc autant pour quand on accompagne que quand voilà, en fait, on a quand même un rapport extrêmement ambivalent, je vais rester soft, dans notre société, dans toutes nos sociétés, au mot victime. C'est genre de truc, on parle aux gens en disant qu'ils se victimisent, que c'est des positions victimaires, on entend tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, victime, techniquement, c'est purement objectif, en fait. On a été victime, il nous est arrivé quelque chose.
Et c'est pas du tout, enfin, il y a des gens qui l'ont pas été, qui pensent que ça nous rend intéressant. Non, sérieux, c'est franchement, non. Il y a pas d'avantage, à avoir été victime. La seule chose, c'est est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose de positif alors que, et donc, je pense que une des choses qui a été difficile pour moi à l'époque, et je pense que c'est difficile pour toutes les victimes, c'est quand on nous dit, regarde toutes les bonnes choses qui sont arrivées, suite à ça. Quelque part, tu peux remercier. Bah non, en fait, non. Alors non, je vais pas remercier cette personne. Tout ce qui est positif qui m'est arrivé, c'est grâce à moi, en fait. Et surtout, en dépit de ça. Et quand on voit des artistes qui disent, je suis pas légitime à parler parce que j'ai pas surmonté ça, parce qu'il y a quand même une espèce de dialectique du sacrifice, quand même dans les milieux créatifs, cette idée que on a réussi bon, on a vécu des choses horribles, mais au moins on a vécu sa passion. Mais il y a combien d'artistes, ça c'est peut-être 1% des artistes qui réussissent, et quand même Madonna, enfin, qui vont tout raconter qu'à un moment ça leur est arrivé. Mais pour 99% d'artistes qui n'y sont pas arrivés parce que elles ont vécu ces choses-là, qui ont bousillé leur carrière, qui ont fait dérailler leur cheminement. C'est ça le gâchis réel, et c'est ça qui mais artiste ou non artiste. Et ça c'est vraiment important de comprendre que c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Et par rapport à cette bien-être collectif, ça me fait penser à un gif que vous connaissez peut-être, animé, c'est genre, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et clairement, enfin, je veux dire, non, c'est pas normal qu'on en soit à dire que dans des milieux, on va dire paillettes, créatifs, qui font rêver, mais ça marche pour la politique. Bon, je sais pas si ça fait rêver, mais il y en a que ça fait rêver, mais par rapport au pouvoir d'ailleurs, mais ou le sport, on fait rêver les gens. Mais c'est pas une raison pour dire que le prix de notre rêve, qu'on soit artiste ou non, soit aussi démentiel. Enfin, c'est pas normal. On devrait pas se dire que c'est le prix à payer pour bosser là-dedans ou pour avoir une carrière. Au contraire, parce que ça veut dire qu'on alimente aussi l'idée qu'on ne peut être un ou une vraie artiste que si on souffre. Sérieux, mais pourquoi on est maso là? Non, est-ce qu'on peut arrêter ça? C'est ridicule. Donc, n'implique absolument pas de souffrance obligatoire et d'étapes à franchir pour gagner. On n'est pas des moins bons artistes ou des moins bons professionnels parce que on a souffert ou qu'on a fait une espèce de grand chelem de la souffrance. Non, ça veut dire que on peut dire j'apprécie d'autant plus ton parcours. Et d'ailleurs, dans la Nouvelle Onde, on a rajouté des trucs où on demande aux gens s'ils ont des responsabilités, curatelles ou enfants, ou si jamais ils souffrent d'un handicap. Mais c'est pas pour dire on a un quota, c'est pour dire on prend la mesure de tous les obstacles en plus que cette personne a dû surmonter. Et c'est la même chose. Mais sinon, on est dans un truc de genre c'est ce qu'on appelle inspirational porn. C'est cette idée de cette personne, elle est tellement inspirante, elle a une histoire horrible, mais elle a quand même réussi. On n'est pas obligé, en fait. Franchement, on peut aussi se dire que on fait un travail parce qu'on a envie de faire ce travail, que tout le monde a envie de travailler ensemble, qu'on fait les choses bien, qu'on avance vers le fait de la musique, quoi. C'est bon, on sauve pas des gens, quoi. Faut arrêter. Et que du coup, rien ne justifie qu'on souffre pour rien. Et rien ne justifie qu'on fasse souffrir d'autres par lâcheté, par complicité ou par non, c'est d'une absurdité totale, quoi. Et je finirais peut-être par deux choses. La première, c'est qu'il y avait un tipping point dont j'avais pas parlé, qui était celui où comment je suis rentrée dans le milieu, qui était en gros, j'avais vu à la télé le PDG d'Europe Continentale de EMI, et qui disait, voilà, moi j'avais compris très récemment seulement qu'on pouvait travailler dans ce milieu, et il disait, voilà, on a aussi une responsabilité dans le numérique, et c'était le piratage, etc. Et donc ma mère britannique à côté avait dit, mais si t'inspires autant, pourquoi tu lui écris pas, en fait? Et moi j'étais, oh non, c'est bon. Puis je faisais standardiste dans une boîte de coursier. C'est un peu dur, hein. Vraiment, c'était pas vraiment mon délire, et je m'ennuyais d'être vraiment ferme. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que voilà, j'ai cette boule au ventre, je veux absolument bosser dans ce milieu. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, j'ai rien à perdre. Donc j'ai écrit cette lettre où j'ai dit, voilà, j'ai fait ça, je vous ai vu à la télé, j'aimerais vous aider. C'était totalement débile et en même temps ridicule et en même temps sublime de dire, ouais, j'aimerais bien vous aider, voilà. J'ai 25 ans, je parle 4 langues, j'ai fait ça, mais pas dans la musique. Voilà. Et j'ai eu de la chance que
le coursier que, tant qu'à faire, j'ai utilisé pour déposer la candidature était surtout que le courrier n'ait pas été mis à la poubelle par l'assistante qui l'a transmis et j'ai regardé. Et j'ai reçu un mail, parce que je regardais mes spams, et heureusement, j'ai regardé mes spams, et il y avait un mail d'une RH qui disait « Oh, on n'a pas de poste, mais on aimerait vous parler. » Donc, ok, cool. Donc, j'y suis allée. On a toujours pas de poste, mais il y a le RH Europe qui est là, Continental. Ah, ok, tu veux lui parler? Oui, je vais pas dire non. Je suis contente de discuter, quoi. Et puis, ok, il y a le patron, là, que t'as vu à la télé, qui est là, tu veux lui parler? Je vais pas dire non. Oui, d'accord, ok. Et cet entretien-là, il a duré 5 minutes. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il me dit, bon, pourquoi tu veux travailler dans la musique? Et j'avais pas forcément réfléchi à cette question. Et je lui dis, très franchement, je fais ça de 17h à 4h du matin tous les soirs, autant que ce soit de jour et payé, mais je vais le faire de toute façon. Donc voilà. Et puis il me dit, ok, je vais voir ce que mon ami Patrick, donc le RH, peut faire. Bon, moi, j'y croyais pas du tout. J'étais là genre, oui, c'est une phrase, merci de m'avoir reçu. Il fait, mais on m'a donné ma chance, moi, c'est mon tour. Et j'avais pas compris. Et voilà, une semaine après, je commençais. Et donc voilà, c'était des trucs complètement. C'est pas moi qui ai de la chance d'habitude. Je ne gagne jamais à rien. Et là, j'y croyais pas. En fait, ils m'ont créé un poste qu'ils attendaient de créer en fonction du bon profil. Donc j'avais cette chance-là. Mais c'était un tipping point de se dire effectivement si j'avais candidaté dans les cases, et j'avais candidaté dans des trucs, mais j'avais pas d'expérience, donc je rentrais pas dans ce milieu. Et d'avoir quelqu'un qui a misé sur moi, qui a dit ok, je vois le potentiel et je vais lui donner sa chance. Après j'étais à la hauteur de cette chance et lui moins sur la fin, mais c'était très important. Et ça a beaucoup guidé sur cette idée de la Nouvelle-Onde, je pense aussi. Et du coup, il y a donc c'était la deuxième chose sur laquelle je voulais terminer, c'était une citation que j'aime beaucoup partager avec les talents de la Nouvelle-Onde, qui sont tous et toutes genre oh mon Dieu, mais surtout pendant le Covid, c'est la meilleure nouvelle qui me soit arrivée de l'année parce que voilà, c'est compliqué, on nous voit pas, ils se sentent souvent assez isolés. Et là, ils trouvent des gens comme eux, comme elle. Et je leur partage cette citation de René Char. Impose ta chance, parce qu'en fait, c'est marrant cette citation, je l'ai eue à mon concours d'entrée à Sciences Po. Et je la connaissais pas. Et elle m'a beaucoup marquée. Et donc, effectivement, c'est une citation que j'aime bien partager avec les talents de la Nouvelle-Onde. C'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. » Et surtout, la deuxième partie, c'est « À te regarder, ils s'habitueront. » Et je trouve que ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que, ouais, faut faire les choses. Et puis, voilà, c'est tout. Ouais, c'est chouette. Ouais, merci pour tes messages, Émilie. Ils sont puissants et en tout cas, ça donne envie de continuer de prendre conscience des choses et tu vois, de faire des choix vraiment en conscience avec qui on est, avec ce qu'on voit, avec le monde dans lequel on vit. Moi, je suis assez admirative parce que ce que t'as pas dit non plus, t'as 2 enfants. Et en fait, voilà, tu fais tellement de choses, t'as ton entreprise, les différentes associations, les formations, la vie de maman, tout ça en s'écoutant et en essayant de garder le cap. Bravo, chapeau, je sais pas comment comment dire, mais encore merci du partage et ouais, j'espère qu'on pourra continuer de faire des choses ensemble d'une manière ou d'une autre parce que voilà, ce que tu portes est assez précieux et fondamental pour le nouveau monde qu'on construit tous ensemble. Merci. Je pense que vraiment la question, et je sais que ça fait très citation Spider-Man, mais je crois que ça vient de là d'ailleurs. Cette histoire avec des grandes, avec beaucoup de pouvoir vient beaucoup de responsabilité, Ouais. du grand pouvoir. C'est Spider-Man, je crois. Ouais. Voilà, c'est Spider-Man, mais c'est d'une grande sagesse, et c'est vrai parce que je pense que on n'est pas foncièrement mauvaise, sauf c'est 1 à 5%, ou bon, je pense que cette histoire de curseur, faut se l'appliquer à soi-même. Moi, j'essaie vraiment au fur et à mesure, j'en ai pris conscience parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, maintenant j'ai 42 ans, mais ça me paraît bizarre de voir cet âge-là et moi associés dans la même phrase, mais parce que dans ma tête, je me sens encore très jeune. Évidemment, je parle comme une personne de plus de 30 ans. Mais blague à part,
il y a cette idée de se rendre compte qu'on a un pouvoir, même si on a pu ne pas en avoir, et se voir imposer des choses auxquelles on n'a jamais consenti, que ce soit pas juste sur une agression, mais sur voilà des situations de travail, des conditions de travail, des manières de faire. Mais on a tous et toutes aussi nos propres responsabilités. Et maintenant, je suis aussi chef d'entreprise, mais je suis pas juste toute seule maintenant. J'ai 3 salariés maintenant, et depuis très récemment. C'était 1 pendant longtemps et maintenant 3. Et ça, c'est un enjeu de se dire, j'essaie de ne pas oublier ce que c'était. Je me dis pas, c'est mon tour d'utiliser ce pouvoir comme ça. C'est important de me remettre à leur place et de trouver cet équilibre entre être juste, bien sûr, mais évidemment être dans mon rôle et pas de me dire oh là là. Enfin voilà, c'est nouveau. C'est un challenge, mais j'adore faire ça parce que j'évolue aussi, je grandis. Mais c'est important de se dire que quel que soit, alors le plus grand luxe, c'est d'avoir le choix. Et on a le choix aussi de faire les choses bien. On a le choix de traiter les gens correctement. Et si jamais on a une réaction un jour et on se dit j'ai dit un truc méchant, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se sentait le besoin de dire un truc pas sympa ou de faire un truc pas sympa? En fait, on peut toujours faire un truc sympa. Si jamais on n'y arrive pas, on ne fait rien. Mais voilà, que ce soit mettre les gens dans des bonnes conditions. Et objectivement, maintenant, c'est un truc extrêmement pragmatique de ma part. C'est que je pars du principe que, alors oui, je fais beaucoup de choses, donc je dors pas assez. Donc je veux que quand je dorme, je puisse bien dormir sur mes 2 oreilles. Et donc, je veux faire un truc où je bosse avec les gens avec lesquels j'ai envie de bosser. Et je bosse avec des gens qui ont envie de bosser avec moi aussi. Ça, c'est important. Et surtout, je mets les gens dans les meilleures conditions pour que ça se passe bien et que je puisse consacrer mon temps de sommeil à des rêves et des choses positives et pas à me dire oh là là, j'ai pas le temps. Voilà, ça c'est important. Voilà. Merci Émilie. Merci 1000 fois. Avec plaisir. Pour ton partage. Merci beaucoup Émilie. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!